fait l'analyse, de faire des croisements, parce qu'ils cherchent leur petit p, d'après eux-mêmes le petit p. Ça, c'est caractéristique des cliniciens. Mais quand on fait une étude, on doit tout préparer a priori. C'est-à-dire qu'on doit tout préparer même avant de commencer l'étude. Quelles sont mes études? Donc ça, c'est juste une façon de préparer, de présenter. C'est ce qu'on appelle vraiment le tableau de contingence. Le tableau à 4 cases. Ça va sur le statut malade et sur l'exposition. D'accord? Jusqu'ici, c'est bon. Statut malade, en termes terre à terre, ça c'est 1. Quand quelqu'un est malade, ça veut dire que c'est un cas, très bien. Hein? Un cas de la maladie, voilà. Non malade, ça veut dire que ce n'est pas un cas. Mais non malade, ça peut être un témoin dans le cadre des études cas témoins. Jusqu'ici, c'est bon. Donc, on a dit ça, le degré de contrôle de l'investigateur, ça, on l'a dit déjà. On a dit qu'il y a des études d'expérimentation que l'investigateur contrôle. Situation dans le temps, le suivi. Voilà, quand c'est le temps, ça peut être prospectif, ça peut être rétrospectif. Selon l'objectif, voilà, les études analytiques. Alors, moi, je passe tout ça là. En fait, c'est le cours que j'ai vu avec vous, c'est un cours très bien qui vous permet, comme il y a maintenant, bonsoir. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. L'objectif aujourd'hui, c'est les études de cohorte. La fois dernière, avant que la connexion ne soit perturbée, on avait expliqué une cohorte en salle. Qu'est-ce qu'une cohorte? On avait expliqué ceux qui ont pu suivre ces jours-là. Connaît féminin, le nom en face là. Signaté. Je m'excuse, je viens de signaté, c'est vrai que c'est pas un nom bobo quand même. Hein? Ah, ok. Tu as pu suivre la fois dernière. On avait expliqué un peu ce que veut dire une cohorte. Tu peux nous dire en 2 mots. Ou en 1 mot. Non, pas une étude cohorte, une cohorte. On va aller doucement. Hein? C'est un suivi. Qui dit mieux encore? C'est bien, mais qui dit mieux encore? Une cohorte. On ne dit pas une étude cohorte, une cohorte. Bonsoir, professeur. Oui, je vais prendre une personne ici avant d'aller en ligne. Oui. Ok. Bon, maintenant, si vous parlez, vous vous présentez pour que les collègues. Non, il faut vous présenter. Une cohorte, je pense que c'est dans un groupe, le nombre. Très bien, c'est un groupe. On peut s'arrêter ici. Oui, il y a Hervé qui voulait parler. Non, ce n'est pas Hervé, c'est le petit frère à Hervé. Comment elle s'appelle? Mohamedou Dambélé. Ah, Dambélé. Oui, oui. Ok, monsieur Dambélé, oui. Mais vous avez des voix quand même proches. Oui, oui, c'est mon frère. Ah, d'accord. D'accord. Bon, et mon fiston Diarra a déjà marché sur ma langue. Je vais dire, c'est un groupe, quoi. Un groupe. Oui, oui. Très bien. Donc, on va... Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que quand vous êtes 2 personnes déjà, 3 personnes, c'est un groupe qui commence. Et ici, là, une colonne qui marche où l'ensemble des étudiants en master 1 santé publique, ça c'est la cohorte. Cette année-là, c'est quelle année-là? La cohorte de 2020, 2021.
Un groupe d'individus suivi pendant une période de temps définie, n'est-ce pas? Donc, on avait expliqué un peu la cohorte. Donc, comme on a dit suivi, on a mis le compteur, le chrono. On était à 1 jour ou à 1 mois. On est à 2 mois. Ici, on est à 3 mois. On est en train de suivre le groupe. On ne sait pas qui est exposé, qui n'est pas exposé. Il n'y a pas de maladie. Mais comme on est en train de suivre pour voir la survenue de quelque chose, est-ce que s'il n'y a pas quelque chose qui survient là, est-ce que ça sera intéressant? Il n'y a rien d'intéressant. Si le groupe est connu, si le groupe est suivi, il n'y a rien. Il n'y a pas de phénomène. On est à 4 mois, il n'y a rien. Mais le groupe est suivi, on voit, par exemple, qu'il y a 2 personnes qui sont tombées malades. D'accord? Ça, c'est le 5e mois. Le 6e mois, nous avons 5 personnes malades. Le groupe, comme on est en train de suivre le groupe dans le temps, on est à 1 mois. Aujourd'hui, nous sommes à 6 mois. N'est-ce pas? À la fin de la période de suivi, est-ce que la fréquence de la maladie est calculable? N'est-ce pas? Parce qu'on a un groupe, certains tombent malades, n'est-ce pas? Certains ne tombent pas malades. Donc, à un certain moment, si on s'arrête, est-ce qu'on peut calculer la fréquence de la survenue? Voilà. Donc, ça, c'est, si on calcule la fréquence, c'est ça le taux. Mais est-ce que ce nom-là a une importance? Hein? Oui, n'est-ce pas? Pourquoi? Ok. Ok. C'est ça, effectivement, cumuler, ça a son sens. Pourquoi? Parce que si on s'arrêtait ici, là, il y a des gens qui sont tombés malades ici, mais ils peuvent guérir. Voilà. Donc maintenant, si on cumule là, même ceux qui sont guéris, ils sont dans le cumul. Bon, c'est pour un peu ceux qui sont dans les, comment dirais-je, dans les districts sanitaires, les SESCOM, vous avez ce qu'on appelle le graphique cumulatif. N'est-ce pas? Par rapport aux antigènes, par rapport aux couvertures en PEV, à la CPN, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, le taux d'incidence cumulé. Bien, mais si on calculait ici, nous sommes à la fin, mais si on calculait ici, peut-être que le calcul sera biaisé parce que certains ne sont pas tombés malades parce que peut-être certainement ils ne sont pas rentrés en contact de l'exposition. D'accord? C'est pour cela qu'on dit, on va venir. Si on calculait ici également, on n'est pas à la fin. Peut-être qu'il y a des gens qui auraient pu être malades, mais comme ils n'ont pas été en contact avec l'exposition que nous on recherche, donc ils ne sont pas tombés malades. Bon, jusqu'ici, c'est un peu pour expliquer un peu. Probablement, ils sont en contact, mais n'ont pas encore commencé à manifester. Très bien, ou bien ils sont en contact, ils n'ont pas commencé à manifester. Voilà, donc, le taux d'incidence cumulé, on peut le calculer. Le taux d'attaque également, si c'est une épidémie. Une épidémie foudroyante, par exemple. Quel est le taux d'attaque? D'accord? Également, on peut calculer la densité d'incidence. Mais ces noms-là, ne vous embêtez pas. On va rentrer dans ce qu'on recherche. Hein? Maintenant, on a compris qu'est-ce qu'une cohorte. Les amis en ligne, qui n'a pas compris que veut dire une cohorte? Et que veut dire une étude cohorte? C'est bon? Il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions? L'épidémiologie, c'est un peu la suite de la biostatistique. Hein? N'est-ce pas? Et voilà. Oui. Je vais me mettre en règle. Il faut voilà, équilibrer pour que les autres, comme moi, ils sont en train de le faire, pour qu'ils puissent entendre
dans une étude cohorte, est-ce qu'on peut introduire une étude de cas? Une étude de cas, c'est-à-dire? Ce qu'on dit là, moi, je n'ai pas suivi une formation médicale. Donc, j'ai des problèmes. Tu es sociologue. Merci. OK. Voilà. Donc, on dit de cas, étude de cas, on dit des cohortes. Cas témoins. Cas témoins, merci. Voilà. Bon, mais est-ce qu'on peut introduire une étude de cas témoins dans une étude de cohorte? C'est ce qu'on appelle une étude de cas témoins nichés dans une cohorte. Mais ça, c'est trop fort pour nous d'abord. N'est-ce pas? Une étude de cas témoins nichés dans une cohorte. Ça, c'est pour des études très compliquées. On va en venir. Ça, c'est des exceptions. Mais c'est deux sortes d'études complètement différentes. Vous allez comprendre au fil du temps. Quand on va finir carrément avec les deux modules, vous allez comprendre et on va évoquer une étude nichée, cas témoins nichés dans une cohorte. Voilà. Quand c'est niché déjà, ça veut dire qu'on a circoncis, voilà, une partie. OK? Voilà. Alors, une étude de cohorte, j'ai pris le cohorte et un groupe, voilà, mais on a un bel exemple qui est la cigarette, parce que la cigarette est en corrélation avec le cancer du poumon. Donc, on avait projeté les tableaux de contingence à 4 cases. Malade, non malade, exposé, non exposé, n'est-ce pas? Voilà. En santé publique, là, les gens ont beaucoup écrit. Certains ont beaucoup écrit, certains ont voulu me bluffer. Tu vois, bon, quand par exemple, à la faculté de médecine, là où ils ont les 1000 pages à corriger, là, on peut bluffer, mais quand c'est 45 pages, là, ou 50 pages, là, il ne s'agit pas d'écrire 6 pages ou 8 pages. C'est pour cela qu'on dit même des circoncis en 2 pages. Parce que si c'est 50 personnes, le correcteur va tout lire. C'est ça. Bon, bon, c'est comme quand c'est les QCM, là, les gens ils font la loterie. Mais malheureusement, bon, en santé publique, les questions on a posé des questions simples, mais les gens souvent n'ont pas compris et les gens souvent ont compliqué pour eux. On a demandé aux gens de décrire en 2 pages un projet. Ils ont donné les caractéristiques d'un projet. On n'a pas demandé les caractéristiques d'un projet, on n'a pas demandé. C'est pas comme, on n'est pas maintenant à l'université, quoi. Vous êtes des médecins, des sociologues, vous avez une grande expertise déjà. On ne va pas vous demander d'écrire les mélanocytes. Ou nos amis sages-femmes, on va vous demander de décrire les gens. Docteur Si, bonsoir. Docteur Si, bonsoir. Bonsoir, bonne arrivée. Ok, merci. On ne peut pas vous dire de réciter. Docteur Si, Docteur Si, oui? Je pense que vous allez nous donner les grands. Oui, on est à l'écoute. Moi, j'ai une question, par rapport à l'évaluation, quoi. Ah, ok. Sinon, c'est juste une parenthèse. Il y a... mais quand vous nous donnez les grands... C'est juste une parenthèse. Certains, vous avez travaillé dans longtemps. Certains n'ont pas compris certaines questions, c'est pas grave. Mais c'est un peu jaloux quoi, par rapport à certains arrivants de dernière minute qui sont passés un peu devant des fidèles présents là. C'est ce qui m'avait fait un peu mal. Quoi. Ça, c'est une jalousie intérieure. Souvent, il faut l'extérioriser. Bon, ça se comprend. Certains déjà ont un certain background par rapport à la cigarette. Maintenant, avec tous les déchets de la cigarette, la nicotine, l'arsenic, le nickel, ils sont exposés à tout ça. Dans les deuxièmes groupes, ils ne sont pas exposés. N'est-ce pas? C'est un groupe qu'on a pris, on a divisé en 2 pour être simple. D'accord? Alors, on a constaté que dans le groupe de ceux qui fument, ils ont beaucoup de cas. Après 2 mois de suivi, et le groupe où il n'y a même pas d'exposé, il y a eu 2 cas. Mais ici, il y a plus de cas. Maintenant, comment prouver qu'il y a plus de que ça là, ici là, il y a réellement des cas ici qu'ici? Comment prouver?
Ne vous inquiétez pas, on va venir. On fait un tableau croisé. Ok, très bien. Ok, maintenant. Avant qu'on aille par exposition, il s'agit de fumeurs ou bien des contacts directs des fumeurs? Exposition. Quand tu es exposé, ça veut dire que tu fumes. Ça veut dire que quand tu es un fumeur, on va connaître qu'il y a à côté également. Il a beaucoup d'eau. Il y a un fumeur passif qui est plus toxique que toi. Lui également, il est exposé. Maintenant, il y a quelqu'un qui n'est pas, qui ne fume pas, il n'est pas dans son environnement, il n'est pas du tout exposé. Donc, c'est un peu ça. On a. Donc, les premiers groupes, ils sont exposés. Le deuxième groupe, non exposés. Bon, moi, j'écris mal. Professeur. Ok. Oui? On avait dit pour pouvoir départager, oui? Il faut formuler les hypothèses. Il faut formuler les hypothèses. Oui. Ça, c'est la base de toute étude. Oui. Même dans vos mémoires, oui. Quand vous avez des questions de recherche, il faut formuler des hypothèses. Voilà. Voilà, d'accord. Mais on va venir après, on va coller un peu les morceaux. Maintenant, pour départager, il faut calculer l'incidence dans les deux groupes. Comme il y a combien de nouveaux cas ici? Et il y a combien de nouveaux cas ici? Parce que si ces gens-là sont exposés, il y aura beaucoup de nouveaux cas ici qu'ici. Parce que c'est pour la simple raison qu'ils sont exposés. Donc, quand tu calcules l'incidence ici, et tu calcules l'incidence ici, tu as deux solutions. Tu peux faire une différence d'incidence ou un rapport d'incidence. Quand tu fais un rapport d'incidence, en ce moment, ça deviendra ce qu'on appelle le risque relatif. Et c'est cette valeur-là qui est l'indicateur phare d'une étude de cohorte. D'accord? Alors, on va commencer par une étude de cohorte prospective. Donc, les gens ont été, on a pris les groupes ensemble. Dans les groupes là, il y a des gens qui sont exposés, il y en a qui ne sont pas exposés. On les a pris, on les a suivis, on les a pris, mais on n'a pas suivi d'abord, on n'a pas fait d'études, mais on les suit. Donc, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on va maintenant faire une étude quelques mois après pour voir la survenue de la maladie. Donc, déjà, c'est des études qui se déroulent dans la... Il ne faut pas écrire seulement, vous aurez les présentations, il faut qu'on échange. Dans la durée. Des études qui se déroulent dans la durée, dans le temps. Si ça se déroule dans le temps et dans la durée, ici, ils ont été exposés ici. Et on est venu, on est parti dans les districts de Sigasso. Donc, on est parti au CISREF, on a commencé, les gens là étaient exposés par exemple, c'est des gens qui sont exposés. On a commencé l'étude ici. Et en ce moment, on doit les suivre. Parce qu'on a commencé l'étude et ils sont exposés. Mais on doit suivre. Et ce suivi-là, de façon prospective, ça veut dire quoi? On doit les suivre carrément, régulièrement, et pour voir la survenue de la maladie. Parce que tout le monde ne sera pas malade. D'accord? Est-ce qu'il y a la détermination du début et de la fin? Oui. Oui, il y a la détermination du début et de la fin. Ça veut dire que ça, c'est un exemple. Parce que je vois que vous avez mis au milieu de l'étude. Oui. Ça veut dire qu'au début, on n'a pas tenu compte de l'exposition. Bon, je ne sais pas. Ok. C'est ça. Ça, c'est une très bonne question. Bon, c'est des gens qui étaient là, on sait qu'ils sont exposés. Ils sont dans un environnement. Il y a la salle des fumeurs et leurs amis. Quelqu'un connaît, bon, je sais que connaît ne fume pas, mais on va prendre un exemple que toi,
Donc, il y a votre salle de fumeur. Vous allez fumer là avec vos amis. Même si tes amis là, ils ne fument pas, ils sont exposés. Donc, ils sont exposés. Maintenant, depuis quand vous avez commencé à fumer, on va s'intéresser à un début. Si on ne connaît pas, par exemple, quand réellement vous avez commencé dans votre groupe là, bon, nous, on va s'intéresser, nous sommes en février, on va s'intéresser, commencer au premier, on est venu. Donc, on va venir voir depuis le 1er janvier 2021. Mais c'est ici qu'on va commencer l'étude. Nous sommes quand? Nous sommes le 23 février. C'est le 23 février qu'on va commencer l'étude. N'est-ce pas? Vous avez été déjà exposé. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une carte prospective. Parce qu'on veut prospecter. On va continuer à prospecter jusqu'à voir la survenue de la maladie. Généralement, ici, en matière de prospection, qu'est-ce qui motive l'étude? C'est la survenue d'un cas qui motive l'étude, c'est quoi? Bon, en fait, ça peut être pour des fins de recherche. Tu connais un problème donné, tu veux faire des recherches. Si le pneumologue, par exemple, constate que dans son service, il y a beaucoup de cas de cancer, dans la zone, bon, on va laisser bien. On va aller à Neuro du Sahel. Si le pneumologue constate, par exemple, qu'il y a beaucoup de fumeurs là-bas, il peut initier l'étude. Ça peut être pour des fins de recherche. Ça peut être pour des fins de thèse. Ceux qui font une thèse, bon, pas pour nos thèses de médecine là, où on est pressé souvent de soutenir voilà, une thèse réelle, quoi. Non, je veux dire une thèse scientifique, scientifico-scientifique. Bon. Oui, mais non, c'est des thèses, mais ça veut dire. Oui, bon, en fait, oui, ça dépend des écoles, mais seulement nos amis cliniciens, souvent, on ne fait pas les choses dans les règles de l'art. C'est ça, quoi. Hein? Quand... Nos thèses là en école de médecine sont des thèses très mal encadrées. Hein. C'est ça. Ce n'est pas notre faute, peut-être. Ce n'est pas forcément notre faute, mais une thèse doit être préparée. On prépare les questionnaires, on prépare les protocoles, on n'invente rien, entre guillemets. On fait maintenant l'enquête pour observer ce qu'on constate réellement. Donc ça, le résultat, si l'enquête n'est pas biaisée, le résultat qu'on va obtenir sera un résultat de qualité. Et les comparaisons qu'on va faire ou les extrapolations qu'on va faire auront une valeur scientifiquement élevée. Mais quand il y a des à peu près, ou quand il y a des arrangements, quand il y a on brûle des étapes, moi on fait la thèse, mais ça... Mais généralement, pour certains, devant ce genre de situation, lors des analyses des résultats, on constate carrément. Parce que ça va au-delà de tout ce qui est considéré. Ah, tu me résumes maintenant. Parce que c'est au moment de l'analyse des résultats qu'on veut arranger certaines choses. Ouais. Alors qu'on n'est pas obligé d'arranger. Non, moi, on veut, par exemple, tu as décidé de faire une enquête, tu veux trouver quelque chose. Tu t'attends à trouver quelque chose. Tu es parti de certaines hypothèses. Maintenant, au moment de l'analyse, quand il y a des trucs qui sont positifs, ça veut dire que tu as établi la corrélation avec vraiment des tests scientifiques, des tests qui sont là, qui sont des... mais quand tu ne trouves pas également, scientifiquement, tu dis je n'ai pas trouvé, ou mon test n'est pas significatif. Mais on ne doit pas arranger à avoir des trucs de corrélation significative obligatoire. Mais souvent, c'est ce qui se passe. Si l'échantillon est petit, souvent bon, moi, de 2000 à 2002, au service de pédiatrie B de l'hôpital Gabriel Touré, moi, j'ai travaillé sur un échantillon de 2000 enfants. Je ne savais ni taper à la machine. Le soir, je passais chez mon prof. Dans son bureau, il y avait un vieil ordinateur. On saisissait et puis on a fait. On ne connaissait pas les SPSS, on avait même des disquettes. On a travaillé sur 2000 cas.
Donc, tu vois, mais ça demande quand même une certaine patience. Parce que nous, bon, on a fait 3 ans de thèse. Donc, la thèse ne peut pas être comme une thèse de 6 mois ou de 9 mois et une thèse de 3 ans. Non, une thèse de 6 mois aussi, ça dépend. Oui, mais ça. Tu calcules la taille de l'échantillon. En l'espace de 4 mois, tu peux collecter jusqu'à 10 000. Oui, c'est vrai. Voilà. J'ai un ami qui a fait 4 ans de thèse. Peut-être qu'il est connecté même ici. C'est un exemple. Voilà. Mais sinon, les thèses de pédiatrie, c'est 3 à 4 ans. Oui. Donc, professeur, bonsoir. On peut faire cours de fin de recherche. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, professeur, j'ai un petit souci. Et oui. Moi, j'ai fait la confusion entre l'étude de cohorte et l'étude longitudinale. Est-ce qu'en dehors du facteur exposition, est-ce qu'il y a une différence entre l'étude longitudinale et une étude de cohorte? Voilà. Si on se place dans le temps, une étude cohorte est une étude longitudinale. Si on se place selon notre finalité, si on se place dans le temps, une étude de cohorte est une étude longitudinale. OK. D'accord. Donc, en conclusion, on peut dire que toute étude de cohorte est une étude longitudinale, mais toute étude longitudinale n'est pas une étude de cohorte. Très bien. Donc, on s'est bien compris. C'est exactement ça. Ça, chapeau. Alors, je fais ça pour apparaître également Bon, j'ai sauté, je reviens au diaporama. Non, ne vous préoccupez pas tellement du nombre de diapos, mais on va aller à ce rythme-là pour que vous compreniez. Voilà, donc là, on a dit pour des fins de recherche, pour des fins d'études, également pour des fins de... En fait, si on veut solutionner un problème, donc il faut prouver le problème et voilà. Donc, c'est les études, ça c'est l'objectif. Alors, bon, ici, on a dit, on est dans les prospectives. Hein? Voilà. Premier cas de figure, les maladies, les non-maladies, la porte a été exposée, on a commencé l'étude, on veut voir la survenue de la maladie. D'accord? Ensuite, on commence dès ici, dès le début, on commence. Et à un certain moment, comme c'est une étude longitudinale, à un certain temps, on expose aux facteurs de risque, au risque qu'on veut étudier. Et après, on voit la survenue de la maladie. Tout ça, c'est une étude de cohorte prospective. Maintenant, par rapport à l'étude de cohorte rétrospective, il y a eu l'exposition déjà. Il y a la survenue de la maladie déjà. Nous, on vient faire l'étude. Vous voyez un peu. Ça veut dire que les gens étaient suivis, ils ont été exposés, ils ont développé la maladie, et quelques temps après, on vient étudier le phénomène. C'est ça une cohorte rétrospective ou encore une cohorte. En français, c'est simple. En français non scientifique. Les gens dans le passé, ils ont été exposés, dans le passé, ils ont eu la maladie. Après, nous, on vient faire une étude de cohorte rétrospective. Tout le temps là est là. Il n'y a pas... C'est dans le passé. Alors, professeur? Tous les événements se sont déroulés dans le passé. L'histoire de la maladie. Donc, une cohorte... Professeur? Oui? Oui? J'ai une question en fait. Oui, mais il y a un mot qui est dans la salle, là, ils ont lâché les mots, ils n'ont pas voulu continuer. Je pensais que tu allais continuer avec les mots, quoi. Ok, mais allons-y avec ta question. Non, je voudrais poser une question. Ok. Ok, avec plaisir. Maintenant, comme vous avez dit que les études
de corps sont longitudinales. Maintenant, et avec ce schéma, est-ce que ces études-là peuvent être longitudinales avec les schémas que nous avons sur la diapositive? Étant donné que l'exposition et la survenue de la maladie ont déjà été, comment dire, sont déjà là, on vient juste pour évaluer le nombre de sujets malades. Ça ne serait pas plutôt une étude transversale? Ce n'est pas une évaluation. Hein. C'est vrai qu'on a commencé l'étude ici, là. N'est-ce pas? On a commencé l'étude à la fin, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est vrai qu'on a commencé l'étude ici, mais on a fouillé pour voir s'ils ont été exposés. Si tu ne retournes pas dans les temps, tu ne peux pas savoir s'ils ont été exposés ou pas. De plus, pour maintenant faire ton étude, toi tu cherches les malades parmi ces exposés-là et ceux qui n'ont pas été exposés. Si tu reviens en arrière, d'accord? Longitudinal, ce n'est pas prospectif seulement. Chaque fois que tu fais, voilà, un suivi séquencé, ça c'est une étude longitudinale. Mais je ne veux pas vous rentrer sur cette voie. Je vous ramène sur la voie de l'étude des cohortes. C'est vrai pour des questions de culture générale, pour des questions vraiment de comprendre davantage, c'est bien de fouiller dans d'autres écoles, c'est bien. C'est même pour des questions de référence, mais voilà, moi je voudrais vous ramener d'abord sur l'étude des cohortes et non une étude longitudinale. Parce qu'une étude longitudinale, comme tu l'as dit, n'est pas forcément une étude de cohorte. Voilà, donc en ce moment, ça devient ce qu'on appelle une étude de cohorte historique, comme vous l'avez dit. C'est ça. Ok, merci bien. Bon, maintenant, la présentation des données. J'avais parlé du tableau de contingence. Maladie, s'il y a maladie, on va dire oui, non. J'évite de parler cas pour que vous ne mélangez pas quand on va parler des études cas témoins. OK? Donc, on va éviter de parler des cas d'abord. On va dire les termes malade et non malade, exposé et non exposé. Plus simple. Donc, les tableaux de contingence, c'est un tableau à 4 cases, A, B, C, D. D'accord? Monsieur le sociologue, c'est bon? C'est un peu bon. Hein? Monsieur Sinenche. Hein? Je prononce bien quand même. Signature. Oui, ça sera 10 heures progressivement. Voilà. On s'intéresse dans une étude de corps à l'exposition. Les facteurs de risque, on s'intéresse à ça. Cette flèche-là a sa valeur. Vous allez comprendre quand on va commencer l'autre étude qui s'appelle l'étude cas témoin. La position de la flèche, elle va changer. C'est pour vous habituer à comment calculer, voilà, comment présenter d'abord les données et puis comment calculer les données. On s'intéresse à l'exposition. Pas seulement à l'exposition, mais on s'intéresse d'abord à l'exposition. Vous allez comprendre pourquoi on s'intéresse d'abord à l'exposition. Parce qu'on calcule l'incidence par rapport à l'exposition. Voilà, c'est un exemple. La consommation des viandes à la Mecque, ça a donné la gastro-entérite, n'est-ce pas? Ils sont portés à la Mecque pour le saint lieu, le lieu saint de l'islam, pour faire le pèlerinage. Il y a eu une épidémie de gastro-entérite. C'est un exemple. Il aurait pu y avoir une épidémie de grippe, par exemple H1N1. Donc, c'est pour qu'ils ont consommé de la viande. Alors, ici, l'exposition, c'est quoi? La consommation de la viande. Ceux qui ont consommé la viande, ils ont été exposés à la viande. Ceux qui n'ont pas consommé la viande n'ont pas été exposés à la viande.
D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on parle le nom de population à risque. Et le nombre de malades. Je dis, je préfère parler de malades que de cas pour éviter, quand on va commencer les études de cas témoins, qu'on se perd un peu. Donc, il y a ici, il y a 103 personnes qui étaient exposées, il y a 25 qui ont fait la gastro-entérite, à Shigella ou à Salmonella ou à quelque chose, à Escherichia coli. Hein? Les biologistes comprennent et les collègues médecins également, les germes, et même nos amis SAFM, n'est-ce pas? Voilà. Donc maintenant, ceux qui n'ont pas été exposés, il y a au total 7 personnes n'ont pas été exposées, et 6 n'ont pas fait la maladie, mais cependant, il y a une personne qui a fait la maladie. OK? Alors, voilà, ça c'est un exemple de présentation. Après, on pourra calculer. Comment calculer ici le facteur de risque ou le taux d'incidence? C'est ce qu'on avait dit, non? Le taux d'incidence, comment on va calculer? On a dit qu'on va s'intéresser à quel statut? Exposition. Maintenant, quand on calcule l'incidence, on aura combien d'incidences ici? Hein? Oui? Tu dis 103? Sur 88. Ok, 103 sur 88. Moi, je vais calculer ici. Je trouve 71,5. Oui. Et le deuxième chiffre, c'est combien? 1 sur 7. 1 sur 7. Moi, je trouve 14. On a le taux d'incidence est élevé dans quel cas? Dans le cas des exposés. Dans le cas des exposés. 71%. Et l'autre là, c'était combien? 71. Donc, 71 divisé par 14, ça nous donne combien? 85. Ah, non, 71 divisé par 14, ça donne 5,071, n'est-ce pas? Ça voudrait dire en termes faciles que ceux qui ont consommé la viande sont 5 fois plus exposés à faire la gastro-entérite que ceux qui n'ont pas consommé la viande. D'accord? Voilà les risques. Non, non, ça c'est les risques relatifs. L'ordre de ratio, il faut oublier d'abord. Oubliez carrément l'ordre de ratio. Alors, ça également, c'est un cas des gens qui sont exposés au VIH et d'autres qui ne sont pas exposés au VIH. Parmi ceux qui sont exposés au VIH, il y a 8 qui ont fait la tuberculose et 1 qui n'est pas exposé, 1 a fait le VIH. Donc, exposés au VIH, c'est les professionnels du sexe qui sont dans les maisons closes, les partenaires multiples, c'est eux qui sont exposés au VIH. C'est ça, n'est-ce pas? OK. Donc, d'où la notion, vous avez fait les indicateurs. N'est-ce pas, Dara? OK. D'où la notion de personne temps à risque. D'accord? La notion de personne temps à risque veut dire quoi? L'ensemble des personnes qui ont été exposées de façon cumulative, de façon cumulée à cette période qui doit constituer notre dénominateur. Voilà. Donc, si on revient à notre exemple de tabagisme, ceux qui consomment, ceux qui ont fait le cancer du poumon, c'est 102 600, ils ont été exposés, mais il y a 133 qui ont fait le cancer du poumon et 42 800, voilà, exposés, qui n'étaient pas exposés, mais 12 ont fait le cancer du poumon. Cela, ça se comprend, parce que pour un cancer du poumon, il y a d'autres causes. Hein? Ce n'est pas uniquement le tabac, mais c'est la cause la plus fréquente. Voilà. Alors, on va
décrire un peu l'étude de cohorte, le principe d'une étude de cohorte. Excusez-moi, je vais juste voir les amis en ligne. On est ensemble? Oui, on est là. Oui, professeur. Oui, on est là. Oui, ceux qui ne sont pas là, ils peuvent... je vois RDR Dambélé, RB, MNC, Adjara. Moi, je suis là. Amadou. Adjara est là. Sako. Oui, je suis là, professeur. Adjara. Oui, je suis là. Ok, je dis ça parce qu'en réalité, il y a... Quand on faisait des cours en ligne, des masters en ligne, certains se connectaient, mais les professeurs, ils installaient une caméra témoin, quoi. Donc, ouais. Non, ça, c'est pas ceux qui se... Bonsoir, professeur. Ceux qui sont inscrits. Non, je vais vous dire, il y en a d'autres là. Ceux qui se sont... Je ne sais pas s'il y a des gens... Voilà, donc, c'est... Là-bas, tu as l'environnement numérique du travail. Quand on te donne un sujet, il y a un deadline. Également, même si c'est à distance, quand tu composes les jours, la composition, c'est les regroupements. Mais ici, souvent, comme on n'a pas, c'est moins technologique, là, on voit que certains ont communiqué. Voilà, ça se comprend. Mais à votre place, je chercherai également à comprendre davantage pour avoir gros. Voilà, bon, c'est juste une parenthèse. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on avait un environnement numérique de travail, on pouvait faire des examens à table, quoi. Donc là, il n'y a pas... Professeur, bonsoir. Bonsoir. Ouais, Do est là. Oui, je suis là. Ah, ok. Ok. Aminata. C'est Aminata Togo ou Aminata Togo? Aminata. Bonsoir, professeur. Ah, ok. Bonsoir. Comment vous allez, Madame Togo? Ça va, oui. Baki Sanogo. Hey, bonsoir, professeur. Amala Kome est là. Ok. Donc, comparez les taux d'incidence des gens qui sont exposés à ceux qui ne sont pas exposés. Alors, conduite pratique d'une étude de corps. Il faut identifier un groupe de sujets exposés, on l'a dit, n'est-ce pas? Ça, c'est le premier groupe. Il y a un autre groupe de sujets qui ne sont pas exposés. Suivre les groupes dans le temps pour voir qui développe la maladie, n'est-ce pas? Mesurer les taux de survenue de la maladie dans les deux groupes. On pourrait faire avec plusieurs groupes, hein, mais c'est plus simple avec des groupes, n'est-ce pas? Et comparer les risques entre groupes exposés et non exposés. D'accord? Ça, c'est théorique. On va voir en pratique. Donc, d'abord, il faut identifier les groupes de sujets qui sont exposés, identifier les groupes de sujets qui ne sont pas exposés. En ce moment, il faut suivre. En ce moment, on a deux groupes, il faut les suivre dans le temps et dans l'espace, n'est-ce pas? En ce moment, pour pouvoir les suivre, qu'est-ce que tu vas faire? Non, pour pouvoir les suivre. Ouais, mais le mot que j'ai fait là, comment vous suivez vos actions sur le terrain, par exemple? Vos activités sur le terrain. Toi, tu travailles où? Hein? Dans un SESCOM. Mais les gens, il a parlé de Caneva, les gens des districts là, qui viennent de superviser là. Qu'est-ce qu'ils font quand ils viennent? Ils enregistrent. L'évaluation est ponctuelle. L'évaluation est ponctuelle, n'est-ce pas? On peut évaluer au début, on peut faire l'évaluation en mi-parcours et l'évaluation finale. Vos anciens de suivi l'évaluation vous ont dit ça. Donc l'évaluation est ponctuelle. Donc c'est pas le mot à présent, hein? Un mot simple, le suivi.
Hein? Ah non, non, j'ai dit comment vous faites vos supervisions. Ah bon? Ah bon? J'ai pas entendu suivi. Vous avez dit les mots, c'est pourquoi. Ah, ok. On ne savait plus quoi dire. Ah, autant pour moi. Donc, moi, je torse. C'est le suivi. Ça veut dire que je veux que vous reteniez ces deux mots-là, des études du corps. D'accord? La notion du temps et la notion de suivi. C'est important parce que pendant les évaluations, là, vous êtes des grandes sages-femmes, des grands sociologues, des grands médecins. On ne va pas vous demander de dire études de corps, conduite, tenir pratique. Non, on va pas, ça ne sera pas fait. Ça n'a pas de sens. Logiquement, ça n'a pas de sens. Vous serez en contexte et on va vous dire, hein, d'expliquer. Et ça sera profitable pour vous. Ça va mieux vous être utile pour vous que si on vous demandait, par exemple, d'énumérer, de citer, tout ça. Je ne sais pas si vous aimez faire comprendre. Voilà. Donc, si vous retenez ces deux mots-là, si vous n'avez rien retenu de tout ce qu'on a dit là, c'est des études qui se déroulent dans le temps et ça demande un suivi. Ces deux mots-là, si vous sortez avec ces deux mots-là, ça veut dire que c'est 80% du cours sur les études du corps. Suivi dans le temps. Alors, maintenant, on va sauter ces chapitres-là. Professeur? On va faire... Oui? Oui, excusez-moi, je peux poser une question? Absolument. Alors, en parlant de temps et de suivi, une étude de cohorte, quel peut être le temps, disons le temps maximum qu'on peut se fixer? Ça dépend des moyens. Oui. Parce que c'est des études souvent qui sont longues. Oui. Souvent, c'est des études longues. C'est pour cela que dans vos mémoires, dans vos thèses, hein, vous utilisez des études, très souvent vous faites des études transversales. Et des études transversales à visée descriptive, n'est-ce pas? Ça dépend des moyens. Quand on a des gros moyens pour suivre pendant 5 ans, vous avez entendu l'accord de Framingham au States. L'accord de Framingham. Ah, sanction responsable. Ok. Là également, c'est vrai. Non, je pense que... Non, on ne doit pas supposer. Il ne va pas savoir laquelle savoir qui demande. Le fait de ne pas savoir. Merci. Non, non, c'est pas ça. Ok. Bon, maintenant, il n'était pas au courant des principes. Il est au... Il y a un autre. Il y a Jara qui a dit quelque chose. Il dit que nul n'est censé ignorer la loi, soit qu'elle oblige, soit qu'elle exige, soit qu'elle punisse. N'est-ce pas? Mais comme notre cher ami était pas au pain fin, professeur, donc Madame la Présidente, on va... Moi, oui? j'ai une autre question. Oh, ok, mais il y avait juste quelqu'un avant toi qu'on va écouter. Après, on va t'écouter, ok? Ok. Ça va venir où? Ceux qui sont exposés là, vous les suivez où? Ceux qui ne sont pas exposés également, vous les suivez. Et à partir du moment où vous les suivez là, ça se passe dans les temps. Est-ce que forcément l'équipe doit prendre en compte l'exposition et la l'étude cohorte, s'il n'y a pas l'exposition, on ne peut pas calculer l'indicateur qui détermine en fait une étude cohorte. Voilà. Donc c'est ça qu'on va voir les mesures. Oui, en ligne? Oui, professeur, c'est Hervé. Oui, alors, Hervé. Oui. La question que je voulais poser, est-ce que une étude cohorte peut être appliquée à une étude expérimentale? Ok. Yeah, c'est la deuxième question. Après
quelqu'un avait demandé les études de cas nichés dans les corps. Oui. Il y a également des études expérimentales qui concernent uniquement des cohortes précises. D'accord? Oui. Voilà, il y a des études expérimentales qui concernent des cohortes précises. C'est-à-dire que tu veux faire un essai thérapeutique, tu vas cibler certains groupes spécifiques. Oui. Donc, à partir du moment que c'est spécifique, en ce moment, ça sera une étude expérimentale, expérimentalisée à partir d'une cohorte spécifique. D'accord? Ok. Bon, maintenant, étude de cas témoins nichés dans une cohorte et étude de cohorte et étude expérimentale dans une cohorte spécifique. Ça, c'est trop fort pour nous. Là également, on a l'information. On va, d'accord? Juste, on donne l'information, on a cette information que c'est possible, mais c'est un peu fort. OK? Hein? Voilà, mais on va arriver progressivement. Élevé en avance. Oui, il est très en avance. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Docteur Traoré Ansongo. Docteur Moussa Traoré. Évidemment. Oui. En fait, comme nous avons les différents niveaux d'exposition, l'exemple que vous avez pris, c'est-à-dire les fumeurs, nous avons les fumeurs passifs, nous avons les fumeurs actifs et le non-fumeur. C'est-à-dire si on doit faire une comparaison, c'est-à-dire suivre ces trois entités, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, on sent que tu es à Songo, il y a beaucoup de vent. Non, je suis à Kati, mais je suis auprès de la colline, c'est ça. Ah, d'accord. Je suis près de la colline, quoi. Non, non, on comprend. Généralement, quand on quitte le nord là pour Mopti, après, on fait un tour à Bamako. C'est normal. Ok. Docteur Traoré, c'est une bonne question. On avait répondu à ça. On va tenter de vous répondre encore. Et vous avez parlé de fumeurs passifs et de non-fumeurs. C'est bien ça, les trois entités. C'est bien ça? Les fumeurs passifs, c'est-à-dire les voisins des fumeurs qui inhalent. Voilà. Voilà. Et ils sont plus exposés. Ils sont plus exposés que les fumeurs réels. D'accord. Donc les fumeurs, les fumeurs tout court, c'est-à-dire que ceux qui mettent la cigarette à la bouche, qui utilisent en tout cas d'autres dérivés du tabac. Oui. Ça, c'est les fumeurs, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, c'est leurs voisins qui habitent avec eux, qui inhalent la fumée, parce que la fumée qui sort, il y a trop de substances toxiques là-dedans, n'est-ce pas? Oui, oui. Eux aussi, ils sont plus exposés que ceux qui fument. Parce qu'on dit que les fumeurs passifs, bon, entre guillemets, je dis pas en tant qu'enseignant, mais en tant que point focal national de lutte contre le tabac. Oui. Donc, ceux qui sont à côté des tabagiques, ils sont souvent 3 fois plus intoxiqués que ceux qui fument. C'est ça. D'ailleurs, ceux qui fument, ils ont des astuces souvent. Mais le conjoint, la conjointe, l'ami qui ne fume pas, qui est toujours avec toi, donc il est également exposé. Maintenant, quand on va avancer, ça c'est maintenant des degrés d'exposition. D'accord? Oui, oui, professeur. Maintenant, quand on a un tableau de contingence à 4 cases, on va d'abord se limiter à exposer et à non exposer. D'accord. Ceux qui ne sont pas exposés, c'est ceux qui ne fument pas du tout, ils ne sont pas à côté des fumeurs, ils ne sont pas passifs. Donc les fumeurs et les fumeurs passifs sont tous des exposés. Maintenant, quand on va avancer, avoir une certaine expertise, on va fractionner. On va faire plusieurs cases. D'accord. Merci, merci professeur. Je suis vraiment content. C'est pas moi. Que peut-on calculer selon vous? Que peut-on calculer sans une clairance?
Chez nous, là, à l'ouest, là, Samou, c'est le nom des hommes. Mais je pense que c'est Samou ou bien Samou? C'est le Dieu. Non, bon. Ok, connais. On peut calculer le taux d'incidence. Oui, on peut calculer le taux d'incidence. C'est qui? C'est les exposés. Et les non exposés, mais qui vont tomber malades. Est-ce qu'on peut calculer le taux d'incidence? Oui. Ok, on verra. Que peut-on calculer encore? Très bien, les risques relatifs. Ça, c'est l'indicateur phare. C'est ce qui va. C'est à travers ça qu'on juge. Hein? D'accord? Vous avez dit qu'on peut calculer l'incidence, n'est-ce pas? Oui. Sur les exposés. Le total là, A plus B, c'est ça le total. Maintenant, les malades qui vont développer, les exposés qui vont développer la maladie, divisé par l'ensemble des exposés. D'accord? C'est pour cela que vous avez mis la flèche comme ça. Souvenez-vous, la flèche horizontale. D'accord? Donc, ça veut dire que quand on va arriver aux études cas témoins, on va mettre la flèche. Comment on appelle ça? Zauzata. Vertical. Hein? Oui, vertical, très bien. Voilà. Donc maintenant, on est à l'horizontale d'abord. On calcule l'incidence sur les exposés. Après, on va calculer l'incidence sur les non exposés. Parce qu'on a mis la flèche comme ça. Parce qu'on a dit qu'on va s'intéresser au statut d'exposition. C'est bon? Alors, ça, on peut calculer. Mais si on a ces deux-là, ces deux incidences-là, que peut-on faire de ces deux incidences également? Les risques relatifs. Comment on peut calculer les risques relatifs? Comme l'exemple qu'on avait fait. Oui, mais si tu veux... À partir de cette formule-là. Risque relatif, risque c'est R, relatif c'est R. Comment on peut calculer? L'incidence des exposés sur les exposés exposés. Divisé par l'incidence. Non, mais vous êtes brave. Non, vous êtes super. Donc, exposé, non exposé. Voilà. C'est le bon. Ici, on veut ramener la notion de personne temps à risque. Parce que temps, en matière d'études corps, temps est essentiel. Non exposé, donc population à risque. Donc, les non exposés qui vont développer la maladie, divisé par l'ensemble des non exposés. Alors, docteur Traoré en ligne. Moussa Traoré qui avait posé la question. Évidemment, professeur. Voilà, maintenant, voilà, donc vous voyez, bon, maintenant, et les fumeurs passifs là, si on prend l'exemple des fumeurs, les fumeurs passifs là, ils ont un niveau d'exposition élevé. Oui. N'est-ce pas? Oui. Un exemple, ça peut être élevé, les vrais fumeurs là, qui mettent à la bouche moins. Et ceux qui goûtent parfois, qui ne sont pas des fumeurs réels, qui sont des fumeurs occasionnels. C'est ça. C'est bas. C'est ça. Et les non-fumeurs, voilà. Comment exposer? D'accord, ça c'est des niveaux d'exposition. Donc ta question était une très bonne question. Voilà, ça c'est la réponse. C'est bon? Oui, professeur. Ok. Donc, ici, on peut calculer combien de risques relatifs ici. C'est ce tableau-là. Très bien. Lesquels?
élevé par rapport au non exposé, moins par rapport au non exposé et pas par rapport au non exposé. Ça, c'est des épidémiologistes vraiment à un main déjà. Ça, c'est vraiment bien. Ouais. Les différentes mesures dans une étude de cohorte, on a dit le taux d'incidence. L'incidence, c'est les exposés, et l'incidence, c'est du groupe non exposé. L'emploi du taux d'attaque, c'est plus dans les cas d'épidémie. Très bien. C'est plus dans les cas d'épidémie. Donc, on a dit les mesures dans une étude de cohorte, on dit qu'on peut faire la différence. Pourquoi maintenant dans les plus statistiques de COVID-19, on attend peu de taux d'attaque? Bon, en matière de Covid, là, il faut rester plus simple, quoi. Employer un jargon que tout le monde comprend. Il faut employer un jargon que tout le monde comprend parce qu'il y a non seulement les épidémiologistes qui sont impliqués, mais il y a d'autres personnes impliquées, il y a des politiques, il y a la population, il y a, n'est-ce pas? Voilà. J'ai participé à une réunion au CECOSEC il y a 2 mois. Je ne suis pas de la surveillance, mais quand les gens de la surveillance, ils sont dans notre sous-direction, comme Dr. Koné le sait. Donc, quand ils sont en PC, souvent, je les représente. Maintenant, pour moi, la létalité, ils connaissaient, étant donné qu'ils ont fait plusieurs rencontres. Mais un jour, quelqu'un m'a demandé ce que veut dire la létalité. Donc, vous voyez. Donc, il faut... Voilà. Ça, c'est excessivement important. C'est ce qui fait la différence entre les cliniciens et nous, quoi. Quand les cliniciens, s'ils sont sur les plateaux, ils veulent dire ces gros mots-là, mais nous, la population ne comprend pas. Ah, non, justement, il faut parler simple. Si ça s'adresse à la population quand même, si par exemple c'est, comment on appelle là, pendant le staff là, ou bien si c'est un colloque, un séminaire où généralement les symposiums, voilà, ça c'est des sociétés savantes, là il n'y a pas de problème. Même s'il n'y a pas de français vernaculaire, si c'est le français hautement scientifique, ça c'est normal. Mais à partir du moment où on s'adresse à la grande population, à la masse, il faut que le langage qu'on passe vraiment soit digeste. Et l'autre jour à TFDO, la nuit, il y avait un infectiologue qui est un de nos promos qui parlait de la menace à l'épidémie en Guinée. Il y avait un médecin de santé publique qui était le directeur général. Mais vous voyez, les cliniciens ils parlent toujours jusqu'à ce que la journaliste est obligée de demander qu'est-ce qu'une forme frustre. C'est ça. Donc nous, vous êtes des médecins de santé publique, il faut avoir un langage simple, un langage accessible à tous les grands groupes, un langage qui peut amener les changements de comportement. Parce que les gros mots là, déjà vous les savez. Mais vous n'avez pas besoin de changements de comportement parce que les messages que vous transmettez, déjà vous les connaissez. Donc il faut être très simple. Mais c'est calculé à certains endroits les taux d'attaque. Parce que si on voit qu'il y a un nombre anormalement élevé, il faut voir maintenant la densité d'attaque. Oui. Oui. C'est ça. Bon, l'homme, c'est à cheval. Voilà. Donc, ici, on a 2 indicateurs, la différence des risques et les rapports des risques. Ou encore les risques relatifs. Parce que vous savez maintenant que, comme moi, que les risques relatifs, on divise l'incidence des exposés par rapport à l'incidence des non-exposés. N'est-ce pas? C'est ça les risques relatifs. L'incidence des exposés divisée par l'incidence des non-exposés. Comment on l'interprète? Zozata. C'est Zozata, non? Oui. Qu'est-ce que tu comprends sur cette diapositive?
Adja peut venir à la rescousse. Adja, viens voir. Bon, Zorda avait la main déjà. Elle va laisser la main à Samou Clémence. Bon, non, les femmes là, comme au l'époque Beijing là, il faut la laisser devant d'abord. Oh, Samou Clémence va passer la main à. Je vais me jeter à l'eau. Ah, ok, sinon on va après, avant de terminer le temps. On parle de l'interprétation d'un risque relatif. Donc, on voit des intervalles. Des intervalles, oui. Oui, si le risque relatif est inférieur à 1, là, il y a un facteur protecteur. Un facteur protecteur. Si le risque relatif est situé au niveau égal à environ 1, approximativement égal à 1, là, il n'y a pas de risque. Mais si le risque relatif est supérieur à 1, là, il y a forcément un facteur de risque. C'est ça? Donc, c'est un outil de mesure de la force de l'association. La force de l'association, oui. De 0 à intervalle plus l'infini. De 0 à l'infini. Oui, de 0 à l'infini. Oui. Avec une incidence à 95%. Avec un taux de. Un intervalle de confiance à 95%. Ok. Très bien. Bon, maintenant, comment dire, les femmes ont répondu. Donc, ça restait une femme. Donc, on va la laisser. Mais comme déjà, les femmes ont répondu, on va revenir aux hommes pour le résumer. Peut-être que oui. Donc, comme exactement ce qu'elle a dit, le risque relatif permet de mesurer l'association entre le facteur exposition et la survenue du monde. Très bien. Maintenant, plus le risque relatif tend vers moins d'infini, plus c'est un facteur protecteur. Formidable. Maintenant, plus ça tend vers plus l'infini, ça c'est un facteur de risque. Très bien. Maintenant, au milieu, c'est-à-dire si c'est sensiblement égal à 1, ça veut dire qu'il n'y a pas d'association entre l'exposition et la survenue du monde. Il n'y a pas d'association. Voilà. Ok, très bien. Donc, vous avez tout dit. Et comment dirais-je? Alors, professeur? Oui, Hervé? Oui. Alors, par rapport à moins l'infini, ça me. Puisqu'il y a une borne déjà indiquée, c'est 0. C'est de 0 à plus l'infini. Voilà, puisqu'il a parlé de moins l'infini là. Est-ce que c'est tout à fait juste? Puisqu'il y a une borne déjà à gauche qui est 0. Oui, la borne qui est là. Oui. C'est 0, c'est un exemple. Mais quand tu dis inférieur à 1 là. Oui, ça peut aller juste à moins. D'accord. Voilà. Ok. Tu n'as pas pris quoi? Tu connais ma sœur t'entend là-bas. Hein? Voilà, il faut gérer le code pour moi. Ah, merci. On gère. Bon, allô, professeur? Oh, oui. Ah, tiens, il y a des enfants qui commencent à partir là. C'est bon, ceux qui sont vers l'est là, c'est l'heure de la prière. Mais on est 29 quand même, alors qu'on était 30 et quelques. Allô? Oui. Ils ont pris leur forfait. Ils ont pris leur forfait. Oh, mais c'est pas intéressant. Si, c'est intéressant. Ok, il y a quelqu'un qui voulait poser une question. Oui. Vous avez la parole. Voilà, comme vous avez dit que ça peut aller jusqu'à moins l'infini là. Je demande, est-ce qu'il n'y a pas une confusion parce que c'est un rapport entre deux valeurs positives. Un rapport entre deux valeurs positives. Comment on va voir comment on peut aller à moins dans ce cas? Un rapport entre deux valeurs positives. Oui. Vu que ça c'est le vrai mathématicien. Je suis d'accord avec vous.
Je suis tellement d'accord avec vous que vous êtes un grand mathématicien. C'est des... Non, professeur. Vous dites que c'est les rapports entre des valeurs positives. Oui, effectivement. Ok. Mais et si on avait des risques? Et si on avait calculé l'incidence et qu'on trouve que c'est négatif? Mais l'incidence ne pourrait pas donner une valeur négative. Quand on calcule les rapports d'incidence, on va toujours diviser le nombre de cas. Même si on calcule les rapports d'incidence, la valeur peut être sensiblement proche de 0. Mais on ne peut pas avoir une valeur négative parce que les numérateurs et les dénominateurs sont toujours positifs. Ok. Non, ici, de façon terre à terre, vous avez totalement raison. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a dit? Ok. Oui, professeur. Je pense qu'il a raison. Hein. Il a raison parce que si tu es entre 0 et 1. C'est ça. Ok. C'est ça. C'est ça. Donc, vous avez raison. Moins quand infini. on fait une incidence. Oui. Hein? Oui. C'est ça. Donc, avec les chiffres absolus, quand on fait les rapports, voilà, on aura toujours une valeur positive. Cette valeur positive-là, oui, quand elle est inférieure à 1, il n'y a pas en fait de risque. Mais quand c'est inférieur à 1, ça veut dire que c'est un facteur protecteur. Donc de 0 à 1, n'est-ce pas? Et quand elle est strictement égale à 1 ou sensiblement égale à 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de corrélation, il n'y a rien, il n'y a pas de lien, n'est-ce pas? Et quand c'est strictement supérieur à 1, ça veut dire que c'est un facteur de risque. Bien évidemment, si on fait les rapports, on va toujours tomber sur une valeur positive ou en tout cas 0 et quelques. Et avec l'intervalle de confiance à 95%, c'est-à-dire qu'il faut cet intervalle de confiance-là pour dire que l'intervalle de confiance à 95%, ça c'est quoi? Ça veut dire quoi? Le risque de se tromper est de 5%. Hein? Le risque de se tromper est de 5%. Le risque de se tromper est de 5%. OK. Donc, comme les risques de 0 même n'existent pas, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que dans 95%, on a 95% de chances d'avoir vraiment cette vraie réponse-là. OK. Ça, c'est l'exemple du pèlerinage là qu'on avait donné. Nous, on avait calculé, on avait anticipé. Vous vous rappelez au début? Oui. Et quand on avait calculé les risques relatifs, on avait trouvé 5. Hein? 5. OK. Donc, bon, l'intervalle à 95%, c'est généralement, vous connaissez déjà, c'est en fait, c'est un consensus scientifique. On prend les intervalles de confiance à 95% et dans toutes les revues. Professeur. Oui. Je reviens en arrière par rapport à la diapositive. Excusez-moi. Hein. OK. Je voulais poser une question. Parce que ici, je vois que le taux d'incidence est, ou bien le taux d'attaque est exprimé à 100, qu'on appelle là. Donc, ça soit pour 1000, mais c'est pour 100. Est-ce que, ce qui m'amène à poser la question, est-ce qu'il y a une différence entre l'incidence et le taux d'incidence en termes de présentation de résultats? Parce que généralement, dans certains documents, on voit l'incidence exprimée pour 1000 personnes. Quoi. Dans certains documents, tu vois l'incidence est exprimée en quoi? En 1000. Exactement. Mais et le taux d'incidence? Oui. Le taux d'incidence s'exprime en pourcentage.
D'accord. Voilà. Et l'incidence à 1000. OK. Ça c'est clair. Bon, maintenant. Oui. À propos de l'intervalle de confiance là, je pense qu'il est fixé à partir du risque qu'on s'est fixé a priori. Oui, ce que tu avais dit là, ce que ta parente avait dit là. Oui. Mais comme généralement, tout le monde ne lève pas la voix. Voilà. C'est ce que ta parente Clémence Samou avait dit, quoi. Voilà, quand on fixe on peut fixer les risques à 0,1, là, l'intervalle de confiance va changer. Ça, tu deviens trop, ce qu'on appelle trop prudent. Voilà. 1% de risque, ça, c'est les prudents. Oui. Oui. Et si tu prenais jusqu'à un risque de 20% et avec un intervalle de confiance à 80%, à ce moment, tu deviendras trop téméraire. Ça, c'est les téméraires, ils ne sont pas du tout prudents. Parce que quand tu acceptes de te tromper jusqu'à 20%, c'est suicidaire. Voilà. Non, c'est suicidaire. N'est-ce pas? Oui. Mais n'est-ce pas? C'est ça. Mais le consensus scientifique, c'est 5%. Voilà. Donc, ça, cette question-là, on avait même répondu à la question de Moussa Traoré à travers ça. Les risques relatifs. À partir de la valeur de référence, je pense que Samou avait dit qu'on peut faire 3 risques relatifs. Voilà les 3 risques relatifs. Donc, c'est ce que ça donne. Quand le risque relatif est élevé, quand c'est moins et quand c'est faible. Donc, voilà. Ça, c'est... On dit qu'une étude de corps permet de calculer les indicateurs qui ont une signification très claire. Le risque relatif est très clair. Et les résultats sont immédiatement intelligibles. D'accord? Ça veut dire que quand on a le risque relatif, en fait, c'est de l'évidence qui est là. Pour résumer cette partie-là. Clair comme l'eau de rose. Bon, maintenant, ça là, on va sauter. Ça, c'est également ce que mon ami disait là, les études cas témoins. On va parler de ça la prochaine fois. Voilà. Mais ce que vous devrez savoir, c'est que ce soit des études cas témoins, que ce soit des études transversales, ils ont tous des avantages et des inconvénients. Je vais vous donner, voilà, on ne peut pas calculer directement le risque relatif quand c'est une étude cas témoin. Ça c'est vrai. Donc, toutes ces études cas témoins là, on laisse. On ne va pas trop se surcharger aujourd'hui. Mais les études de corps également, ils ont des inconvénients. Longue période de latence, donc de suivi. Parce qu'il y a des maladies qui ont beaucoup de périodes de latence très longues. Voilà. Donc, qui peut prendre des années, des maladies chroniques. Donc, quand on avait parlé de l'accord de Framingham et là, c'était par rapport au tabac. Dans les années 1852, c'est cette étude-là également qui a mis en cause le rôle du cholestérol. Et de plus en plus, il y a d'autres études qui tentent de contester le rôle du cholestérol dans la survenue des atteintes cardiovasculaires. Dans les coronaropathies, exactement. C'est des lobbying, souvent des intérêts capitalistes entre firmes, entre multinationales. Donc, tu vois, ce qui est évident, c'est que quand on mange trop gras, c'est pas bon. L'infarctus du myocarde, même, c'est ça la définition, non? Une nécrose en foyer du muscle cardiaque, c'est par oblitération d'artères coronaires. Ils sont oblitérés parce qu'il y a trop de cholestérol avec des dépôts gras. Voilà.
Bien généralement sur les femmes de la quarantaine après un repas copié. Oui, surtout que dans notre contexte, nos femmes à la quarantaine, après quelques maternités, elles font peu d'activités et elles grossissent. Pratiquement en 2018, une femme sur deux était obèse au Mali. En 2018, oui. Parce que les femmes bougent peu. On mange, on ne bouge pas. Donc, c'est les femmes ici ou même dans les campagnes? Même dans les campagnes. Il faut quand tu fais. Oui, bon, ici c'est pire, mais sinon même dans les campagnes. Je crois que, monsieur, bonsoir aussi, par rapport même aux inconvénients, le coût peut être élevé aussi. Si c'est trop long et que si l'incidence de la maladie est faible, je pense que ça peut être, le coût élevé, là, ça peut être un inconvénient aussi. Très bien. Le coût élevé peut être un inconvénient. Donc, parce que si l'incidence de la maladie est truc, je pense que ça peut jouer aussi. Là? J'ai dit, ça peut jouer. J'ai dit, si l'incidence de la maladie est faible, j'ai dit, ça peut jouer. Le coût élevé peut jouer dans ce cas-là aussi, quoi. C'est ça. C'est très bien. Voilà. Ah, absolument. Et également, il y a les périodes de vie. Comme on suit les... N'est-ce pas, Oumou? Oui, c'est vrai. Quand on suit, il y aura des périodes de vie parce que comme on est dans le temps, hein? Oui. Il y a des gens qui, même quand les petits rendez-vous dans les consultations, là, généralement, quand les gens sont guéris, là, ils ne viennent pas, quand il y a du mieux, ils ne viennent pas pour le suivi. Oui, ils ne viennent plus, c'est fini. Et généralement, quand on était interne, et pendant la période de haute transmission du palier, il y avait beaucoup d'abandon. C'est-à-dire que les gens, surtout les malades chroniques, là, il y a même des évasions. C'est-à-dire que les gens, ils ne peuvent plus supporter le coût de l'hospitalisation. Il y a des analyses à faire. Il y a voilà, finalement, ils abandonnent carrément. Ils rentrent carrément, ils quittent carrément l'hôpital. Donc, d'autres signent la décharge. Mais c'est ça, c'est médico-légal également. Donc, c'est des études vraiment qui ont, c'est ces inconvénients. Ils demandent vraiment une période de suivi très élevée. Il y a beaucoup de périodes de vie et d'abandon. Alors, ça pose un problème d'éthique également, parce que si on doit suivre les gens, ça pose un problème d'éthique. Parce que quand, par exemple, on doit les demander chaque fois, on doit les chercher par-ci, on doit appeler par-là, éthiquement, ce n'est pas normal. Tu vois, les malades est libre. Hein? C'est ça. Et comme elle a dit, ça fait souvent des sommes faramineuses parce que par rapport à la logistique qui est lourde, qui sera lourde, même c'est pas facile, quoi, en fait. C'est pas du tout facile. L'étude longue, et puis après, souvent, c'est le grand nombre de sujets, donc on peut se perdre. C'est ça. Donc, également, il y a une difficulté d'étudier plusieurs expositions. Parce qu'on fait le risque relatif. Donc, on fait le risque relatif avec une exposition. D'accord? On a vu avec le cas du tabac. Mais ça sera très compliqué de faire avec plusieurs expositions. Voilà, n'est-ce pas? Voilà. Bon, également, difficulté pour les études des maladies rares. Parce que quand c'est des maladies rares, quand on parlait souvent des séries de cas, j'ai vu surtout les neurochirurgiens, ou bien ceux qui ont les maladies dégénératives, là, il y a une sorte de maladie là où la personne ne grandit pas. C'est pas, c'est que la personne ne grandit pas. C'est une tare héréditaire, une tare génétique. Le patient, il ne pousse pas. Comme le cas des grands-pères là. Le nanisme. Bon, pas le nanisme fortement, mais c'est une tare génétique. Donc, c'est des maladies très rares. Tu vas rester 10 ans, tu ne vois pas un cas. Donc, c'est très difficile. Il y a ça. Et également, il y a certains gestes opératoires. C'est le neurochirurgien, par exemple. Quand vous voyez dans les journaux là, des neurochirurgies, c'est soit une série de cas ou une étude de cas. Parce qu'il n'y a pas trop.
C'est ça. J'ai participé à une étude de cas, une série de cas, c'était 7 cas. Le monsieur il disait que c'était bien et quand on faisait les analyses, on ne trouvait pas, c'était difficile de croiser parce que 7 patients, tu croises avec quoi? Donc, tu ne fais que constater et décider, tu vois. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment très difficile pour l'étude des maladies rares. Et pour faire une bonne étude des corps, on parlait de la taille de l'échantillon. Comme souvent, au départ, je ne sais pas si certains ont pris le train en marche, on parlait de nos thèses. Quand tu veux faire un bon travail, il faut prendre un échantillon de grande taille. Et ça te permet de faire beaucoup d'autres choses. Non seulement quand tu fais tes croisements, tu peux utiliser beaucoup de tests paramétriques qui demandent vraiment des grandes tailles d'échantillons. Et il n'y a pas de problème. Mais quand c'est souvent des échantillons de petite taille, tu seras obligé d'utiliser des tests, ce qu'on appelle des tests non paramétriques. Tu vois, qui enfreignent souvent à certaines règles scientifiques également. Quand tu as par exemple 15 cas, 20 cas, tu peux pas. Quand tu as 16 cas déjà, tu ne peux même pas faire un test d'équidé parce que quand tu fais ton tableau de contingence, tu vas trouver qu'il y a des cellules qui n'ont pas 5 individus. Hein? Tu seras obligé, des cellules qui sont inférieures à 5, tu seras obligé de faire des corrections. Il y a ce qu'on appelle l'équidé de Fischer ou la correction de Yates, vous avez vu en biostat. Donc, tu vois, c'est compliqué. Et tu vas courir derrière les statisticiens par-ci, par-là. Ça demande des trucs super compliqués. Alors que quand tu as une bonne taille de l'échantillon, ça va. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, ça, c'est les inconvénients vraiment des études. Professeur, oui. J'ai une question là. Par rapport aux abandons. Oui. Si vous commencez une étude cohorte, oui, et que vous avez 2 groupes, les exposés et les non exposés, oui, vous les suivez pendant une période, et qu'il y a un grand nombre d'abandons. Maintenant, j'aimerais savoir à quel taux d'abandon l'étude doit être arrêtée. Voilà, donc au moment de la constitution de l'échantillon, d'abord il faut prendre un échantillon de grande taille et en ce moment ton étude aura une puissance, ce qu'on appelle la puissance de l'échantillon. Quand l'échantillon est puissant, les abandons ne vont pas, il y aura des abandons, mais ils ne vont pas constituer ce qu'on appelle des biais. D'accord? Biais qui vont porter atteinte à la qualité de ton étude. Donc, pour répondre de façon simple, tu ne peux pas éviter les abandons. Étant donné que c'est impossible d'éviter les abandons, les gens ils vont abandonner. Quand les gens sont en étude, les gens qui sont venus de Guinée ou de Tenangou, ils veulent retourner au bled, tu vas les empêcher. Mais professeur. Hein? Et par exemple, voilà, l'hémophilie. On était à Mopti la semaine passée, c'était par rapport à l'hémophilie. Ces gens-là, pour avoir les facteurs de coagulation, même les gens du Nord, du Tombouctou, du Gao, tout le monde vient à Bamako. Bon, maintenant, l'hémophilie, vous connaissez l'hémophilie, non? Non. Non. Ceux qui ont un déficit en facteur de coagulation. Ça y est, par exemple, si ça, lors de l'excision ou lors de la circoncision, il faut saigner abondamment et disperdre la vie. Bon, maintenant, un gars qui vient de Iwaru, c'est vers la corne un peu frontalière avec la Mauritanie, ou un gars qui vient de Diboli, il vient à Bamako, il ne connaît personne, il est dans la débrouillardise. Hein? Il a les facteurs de coagulation, ça va mieux, il va rentrer. Hein? C'est différent du docteur Koné qui est là, qui habite ici, donc ce n'est pas la même situation. On ne peut pas éviter les perdus de vie. Et puis ça, c'est en termes de facteurs de coagulation. Mais il y a certaines également pathologies dont le traitement n'est pas gratuit. Tout le monde n'a pas les moyens. Et souvent, c'est des... Voilà. Mais souvent, c'est comme la dialyse au point G. Souvent, les gens disparaissaient parce qu'ils ne pouvaient pas soutenir. Donc, on ne peut pas éviter les perdus de vie. D'accord.
Plus le temps de suivi est long, plus il y aura toujours des pertes de vie. Parce que finalement, il y a des gens qui vont craquer. Mais ce qu'on peut faire, il faut constituer un bon échantillon. Quand c'est dans le cadre d'une recherche, une étude initiée, il faut une évaluation, il faut que la taille de l'échantillon soit grande. Et quand la taille de l'échantillon est grande, ça donne une certaine puissance à l'étude. Et même s'il y a des pertes de vie, ces pertes de vie-là, s'ils sont bien sélectionnés, ils ne peuvent pas constituer de biais. Donc, mais cependant, c'est des études également qui sont d'importance capitale, parce que je vous ai dit en matière de puissance, après les essais expérimentaux, les essais thérapeutiques, c'est ces études de cohorte qui sont plus puissantes. On peut calculer les risques relatifs et c'est un indicateur clair. Et si on a ça, on peut agir vraiment sur l'agent causal, l'exposition, et on peut corriger également. Donc, c'est un peu ça, le temps pour prier à Bamako. Ceux qui sont plus à l'est, là, on finit de prier. Nous également, on va prier, on va se dire à la prochaine séance. Inch'Allah. Ok, au revoir. Mais comme on a vu les inconvénients là, mais vous n'avez pas parlé des avantages, hein, ou bien ce sera au prochain cours? Oui, on va parler des avantages quand on va faire les études de cas témoins. Ok, il n'y a pas de problème. Okay, merci, professeur. Donc, à la prochaine. Sinon, j'ai déjà les avantages. J'ai dit ça. C'est en fait des études plus fiables. Mais oui, la dernière phrase là, j'ai bien entendu. Voilà. Mais comme je ne l'ai pas vu projeté. D'accord. Donc, merci à tous et bonne soirée. Ok, professeur, j'ai une question. Je vais mettre ça au frigo. Bon, voilà, il faut mettre à la prochaine séance parce que ceux qui sont